Salut maman, Et salut Enzo. ça va? Mais oui, et toi? J'avais plusieurs questions à te poser. Ouais. Je t'avais eu entendu Tu vas pas me dire... poser encore des questions sur l'argent? Si? Ah, encore? Eh oui, forcément. Euh, C'est terrible. On parle business et argent avec toi. T'as que ce mot-là à la bouche. non, non, quand même pas. J'avais plusieurs questions à te poser. Je t'avais entendu dire à la maison qu'il y avait une différence entre la trésorerie et le compte courant dans une entreprise. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Yes, alors, en fait, quand je parle du compte courant de l'entreprise, c'est le compte courant bancaire que détient l'entreprise. Comme toi, en tant que personne physique, tu as un compte courant, tu as un compte jeune avec un petit livret. Mais en fait, l'entreprise doit avoir un compte pour accueillir l'argent de ses clients. D'accord. Et elle s'en sert aussi pour payer ses factures, ses dépenses, tout ça. La différence que l'on a entre les deux, c'est que le solde, en fait, du compte bancaire ne reflète pas l'argent que tu as réellement dans l'entreprise. C'est-à-dire que pour savoir réellement la richesse qu'a l'entreprise, la flottaison qu'elle peut avoir, on va aller chercher à calculer la trésorerie. Et la différence entre les deux, c'est que le solde bancaire te dit l'argent à l'instant T que tu as sur le compte, lorsque c'est positif, bien sûr, parce que quand tu es en moins, est-ce que tu dois de l'argent à la banque? Et là, ça craint. Et de l'autre côté, la trésorerie, c'est le solde bancaire, moins les factures qui sont en attente de règlement, tu vois, que tu dois payer à tes fournisseurs ou à des prestataires, tout ça, et l'argent que tes clients te doivent. Et là, tu es sur une bascule sur le calcul de ta trésorerie. Ok. Est-ce que c'est plus clair pour Ouais, toi? c'est plus clair. Ok, Ok, merci. avec plaisir. Et ouais, tu t'en doutes, j'ai d'autres questions à te poser. Je m'en doute bien, oui. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre l'entrepreneuriat et le salariat, s'il te plaît? Ah, c'est un vaste sujet. La différence entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est une très bonne question et je suis ravie que tu te la poses parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en fait quand on est à l'école. Je pense que tu as pu t'en apercevoir. Oui. À l'école, en fait, on nous apprend à faire un métier. On nous apprend à déterminer ce que l'on a envie. D'ailleurs, je trouve que de plus en plus tôt, on vous demande, t'es au lycée maintenant, t'es en seconde, on vous demande de plus en plus tôt de faire vos propres choix d'orientation et c'est de plus en plus ciblé par rapport à moi, à ma génération. Il y a 23 ans en arrière, on n'était pas du tout dans le même mood. Et en fait, on ne vous apprend pas à avoir un raisonnement, on vous apprend à faire, à avoir un métier. Et lorsque vous sortez de l'école, stage, et hop, on dépose de suite un CV dans des entreprises pour obtenir un emploi, rentrer dans le modèle de j'ai un CDI, c'est super, je vais pouvoir acheter ma maison, pouvoir avoir mon appart, nanani, nanana. Et en fait, on rentre dans un modèle économique où en France, on pousse les gens à être dépendants d'un salaire d'une entreprise. L'avantage du salariat, c'est qu'au final, peu importe ce qui peut se passer, que tu sois malade ou pas, que y a des jours où t'as forcément, des fois ça peut arriver, tu es moins performant dans ton travail, peu importe, tu auras toujours ton salaire à la fin du mois. À voir si l'entreprise pour laquelle tu travailles, à un moment donné, n'a plus d'argent pour te payer et liquide la boîte. Mais en tout cas, tu as cette sécurité-là financière. Et c'est ce qui met souvent les gens dans ce plafond de verre, tu vois, sous un plafond de verre, c'est que les gens pensent qu'il y a la sécurité financière parce qu'il y a un CDI, un salaire. De l'autre côté, l'entrepreneuriat, c'est vu aujourd'hui comme de la liberté. Ce qui est vrai, parce que tu t'organises comme tu veux, parce que tu fais tes propres choix. Tu fais le choix de comment tu as envie de travailler, comment tu as envie d'accompagner tes clients, comment tu as envie de construire les services pour tes clients. Mais à côté de ça, tu n'es pas libre de tout. Tu dois aussi rendre des comptes à tes clients. Tu dois être présent en fonction des prestations que tu as envie de faire. Et d'un point de vue structure, l'entrepreneuriat, finalement, c'est le réel moyen aujourd'hui de pouvoir créer sa propre richesse personnelle. En fonction de l'argent que tu as envie de gagner, tu vas pouvoir construire vraiment ta vie, tes structures, pour aller vraiment vers ce que tu as envie d'avoir dans la vie. Et ça, c'est vraiment... j'insiste là-dessus, Enzo, parce que c'est vraiment propre à chacun, en fait. Tu vois,
Je sais que tu vas sur les réseaux sociaux, Ouais. hein, on est d'accord, Oui, et que tu scrolles et que tu regardes des reels, et qu'il y a pas mal d'infopreneurs qui parlent de scaler leur business, de parler d'aller faire des business avec du 7 chiffres par mois, d'atteindre le million et tout ça. Mais souvent, c'est aller à l'essoufflement de ça. Et une chose qui est importante, c'est dans l'entrepreneuriat, il faut savoir avancer étape par étape pour aller vraiment construire ton entreprise, ton business en fonction de là où tu veux aller et de la richesse que tu as envie de te créer toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Donc en gros, l'entrepreneuriat, c'est pour être libre, mais il y a des risques. Mais le salariat, c'est entre guillemets la sécurité, mais on est limité au niveau des moyens. On pourra pas gagner, par exemple, 10 000 euros. Ça augmentera pas. Donc on sera un peu enfermé. Le salariat, tu peux arriver à gagner 10 000 euros. Mais aujourd'hui, en France, il y a 1% de la population qui gagne plus de 10 000 euros par mois. Tu vois ? Le problème du salariat, c'est que tu n'échanges toujours que du temps contre de l'argent. T'es payé à un taux horaire, en fait. Tu vois ? Et en fonction de tes qualifications, de l'expérience, de l'ancienneté que tu as dans l'entreprise, tu vas gagner un petit peu plus. Lorsque l'on est entrepreneur, et peu importe le statut, tu vois, que tu choisis, du moment où tu es indépendant et que tu n'es pas rattaché à un contrat de travail, tu es entrepreneur. Et lorsque tu fais ça, finalement, tu peux aller en fonction de l'expertise que tu as, de ton savoir, de la rapidité, du gain de temps que tu peux faire gagner à tes clients. Tu n'es pas forcément payé sur un taux horaire. C'est ça aussi le fait de créer sa richesse, tu vois. Et ça, il y a des personnes qui aujourd'hui dans l'entrepreneuriat ne l'ont pas encore compris. On pense que c'est que de l'heure. On échange du temps contre de l'argent. Et en fait, c'est pas ça. Et l'objectif, je dirais, c'est que au final, ça soit dès lors que tu atteins certains steps dans ton entrepreneuriat, dans ta vie personnelle, c'est que ça soit l'argent qui vienne travailler pour toi. Mais ça passe en second plan une fois que tu as généré assez de chiffre d'affaires, assez de résultats financiers, assez de bénéfices pour pouvoir te rémunérer à ta juste valeur, pour te servir d'un réel levier pour aller t'enrichir toi, sur le long terme. Du coup, pour ton explication, ça m'a donné envie d'être entrepreneur, du coup. Et là, maintenant, ça t'a donné envie. Non, là, j'avais déjà l'envie, quand même. Ah oui, rassure-moi. Forcément. Mais je me posais souvent la question, comment est-ce que je peux me verser un salaire ? En fonction de quoi ? Comment ? Tout ça. Mais déjà, c'est pas un salaire que tu vas te verser, parce que le mot salaire, c'est l'emprisonnement d'être salarié dans une entreprise. Et en fait, la rémunération que tu vas toucher, l'argent que tu vas prendre toi à titre personnel de ton activité, ça va dépendre en fait de ce que tu auras engrangé, tu vois, de ce que tu auras rentré. C'est un peu comme un business, c'est un peu comme une bouteille d'eau, tu vois. Tu prends la bouteille d'eau, elle est vide, tu la remplis et le chiffre d'affaires, ça va être tout ce que tu vas mettre dans ta bouteille, tu vois. Et lorsque tu vas vouloir te payer, la majorité des entrepreneurs fonctionnent à l'inverse. Et ça, franchement, Enzo ne fait pas cette erreur-là, d'accord, quand tu vas démarrer. C'est qu'ils remplissent la bouteille, ils la retournent, ils ne cherchent même pas à venir comprendre qu'est-ce qu'il va y avoir à payer, être dans l'anticipation, vraiment. C'est là où il y a des entreprises qui ont des défauts de paiement aujourd'hui, qui perdent de l'argent et qui mettent la clé sous la porte. C'est ça le défaut de paiement. Et du coup, en fait, ils sont tellement dans ce focus, dans cette course au chiffre d'affaires, qu'au final, ils se retrouvent quand ils retournent la bouteille, mais finalement, tous les efforts qu'ils ont pu donner, tu vois, sur des mois, sur une année, au final, en l'espace de quelques jours, souvent, il y a tout qui est délapidé. Et c'est là où il est important d'aller te rémunérer, d'apprendre à te rémunérer en premier. Tu vois, toujours. Toi, en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, tu dois toujours être sur le focus de « je me rémunère en premier ». Parce que si toi, tu te rémunères à ta juste valeur, le jour où tu vas pouvoir développer, si un jour tu as envie de développer une équipe, tu seras bien, toi, dans ton entreprise et tu pourras aller découler ton bien-être, ta sérénité financière va se faire sentir dans ton business, dans ta culture d'entreprise, dans la vision que tu vas pouvoir apporter à tes équipes. Et cette partie-là, elle va être vraiment dédiée à toi. Et sur le plan mécanique, en fait, tu prends de l'argent sur ton compte courant
de l'entreprise. Tu sais, tout à l'heure, tu me parlais du compte courant. Et tu vas venir le verser sur ton compte personnel. OK ? Mais c'est important de bien s'assurer que ta trésorerie soit saine pour que tu puisses venir te rémunérer. Après, en fonction du statut d'entrepreneur que tu choisiras, tu auras des taxes. Et ça fait peur à beaucoup de Français de payer des impôts, de payer des taxes, tu vois. Mais c'est OK, c'est comme ça. On est quand même dans un pays où on a des avantages, notamment au niveau de la santé. Et je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que sinon le but, c'est pas de te perdre. Mais sache que, voilà, 1 euro de rentrée dans la poche, tu peux pas te prendre 1 euro à titre personnel, c'est pas possible. Oui, sinon t'as plus rien. Exactement. Ok. Donc, toujours avoir des réserves. Tout le temps. Moi, ce que je dis, c'est que, tu vois, par rapport à 100 qui rentrent dans l'entreprise, tu dois avoir 40 qui va te servir pour tes charges et penser à tes investissements. Tu dois avoir 30% qui va être là pour tout ce qui va être lié à ta rémunération. Ça, c'est primordial. Et les 30% restants, eux, ils doivent te servir à provisionner tout ce qui est taxe, justement. Tu vois, la fameuse TVA qu'on peut avoir quand on achète des choses. C'est là où il faut penser taxes, impôts, provisions, investissements et te payer toi à ta juste valeur. Donc sur 100 euros, moi ce que je te recommande c'est, ok, je sais que je peux me prendre 30, je sais que de l'autre côté j'ai 40 pour mon développement et pour mes charges fixes, et de l'autre côté j'ai 30 pour payer mes impôts. Ok, donc si j'ai bien compris, si par exemple avec une entreprise qui fait de l'e-commerce et que je fais 1 million, est-ce que du coup je me prendrais 300 000 à l'année ? Alors tout dépend le type de e-commerce que tu fais. Est-ce que tu achètes du stock ou est-ce que tu prévois de faire du dropshipping ? J'achète du stock et après je le revends. Yes, donc là il faut tenir compte de ta variation de stock. Donc là on rentre dans un autre calcul comptable qui est important pour justement ne pas qu'il y ait trop de poids dans l'entreprise avec un stock qui perd de la valeur, si tu veux, qui se dévalue rapidement en fonction des effets de mode ou pas. Ok, ça marche. Et j'ai d'autres questions, c'est pas fini. Encore ? Ah oui, forcément. À la maison, je regarde beaucoup TikTok. Bon, Quoi ? c'est pas forcément bon. Je regarde YouTube, les réseaux et tout. Mais c'est pas grave. Et je regarde... L'heure est à la confession. Ouais, c'est parce que je regarde des infopreneurs, c'est pour ça. Je suis pardonné. Ça dépend lesquels. Ouais. Et la plupart, ils parlent de crypto-monnaie, que ça va révolutionner le monde et tout ça. Et t'en penses quoi, toi ? Je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère en fait, financière. On le voit dans notre quotidien, c'est très compliqué de payer avec des espèces. On en a de moins en moins. Regarde même toi, à l'âge que tu as, ça fait combien de temps ? Ça fait 9 mois que tu as ta carte bancaire ? Même plus. Et je trouve que c'est une excellente chose que tu aies une carte bancaire à cet âge-là parce que ça te permet d'apprendre à gérer ton argent. Malgré qu'il y a des parents qui ne veulent pas mettre ce genre de choses par peur de brûler les doigts et qu'il y ait trop de dépenses. Et ça t'apprend et tu es un excellent gestionnaire. On est vraiment à une nouvelle ère. Plus ça va aller, moins il va y avoir d'argent physique qui va circuler. L'État français est en train de voir pour mettre en place une monnaie virtuelle également qui soit légalisée. À aujourd'hui, la crypto-monnaie, elle dérange. Elle dérange par rapport au système, alors qu'il soit français ou autre, parce que c'est de l'argent qui sort du circuit bancaire et on ne sait pas où est-ce qu'il part. Je suis pas d'accord avec toi, maman. D'où t'es pas d'accord avec moi ? Tu dis qu'il y aura moins de liquidité, tout ça, mais il y a l'inflation. Et l'inflation, c'est le fait que les banques impriment constamment pour avoir de l'argent, mais le prix de l'euro, il baisse du coup. Oui, je suis d'accord, mais ça n'empêche qu'ils impriment des billets, on est OK. Mais de l'autre côté, ça n'empêche que toi, en tant que particulier, combien de fois t'es allé retirer dans ta banque du cash ? 4-5 fois. 4-5 fois. Combien moi, si je vais faire un retrait dans le mois, mais c'est le bout du monde. C'est le bout du monde. Donc oui, ils font tourner la planche à billets pour qu'il y ait de l'argent qui circule. Mais de l'autre côté, ça n'empêche que matériellement, on a de moins en moins d'argent dans nos poches.
Moi, je me souviens, tu vois, ton arrière-grand-père, il se baladait avec la liasse de billets de 100 francs dans la poche, tu vois. Avec, et t'avais les papis, mamies, enfin les papis surtout, t'avais toujours au marché, t'entendais gling, 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 gling dans les poches, ils faisaient rouler les pièces dans leurs poches. Aujourd'hui, t'as plus personne qui fait ça. Combien tu as de personnes aujourd'hui qui sortent de la monnaie? Regarde l'autre jour quand on est allé au magasin. J'ai voulu payer avec des espèces et aller chercher la pointe. Ça a fait une queue énorme derrière et les gens étaient agacés. Bah oui, ça prend du temps et c'est moins pratique. Ah, c'est moins pratique. Ouais. Regarde le nombre de personnes, même toi, tu m'as dit, mais maman, qu'est-ce que tu fais encore à payer avec ta carte bleue? T'as une super application là avec ton smartphone, Apple Pay, tu fais 2 clics, clic, clic, hop, tu payes. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. Ah. Ouais, t'as raison. Je dis pas que j'ai raison. Il y a le système économique, en fait, tu vois, qui est bien là, qui est présent et qui est un cycle. En fait, on réinvente pas la roue. L'économie, ça fait des décennies qu'elle est la même. Et on crée des crises ou on subit des crises parce qu'il y a eu des moments où on n'a pas pu anticiper certaines choses. Covid est passé par là. Pandémie mondiale, personne ne l'a vu venir. Ça a été très compliqué à gérer et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation financière en France qui est très très compliquée. Il n'y a jamais eu autant de pauvreté, il n'y a jamais eu autant d'entrepreneurs précaires qu'à l'heure actuelle en France. Parce que les gens ne savent pas gérer. Parce qu'à l'école, on ne vous apprend pas cette éducation financière-là. On préfère vous apprendre à faire des choses, à devenir un petit robot pour un patron, plutôt que de penser par vous-même et avoir ce raisonnement. Mais je reviens aux crypto-monnaies. Tu avais dit que la France, enfin les États, ils cherchaient à faire une monnaie virtuelle. Mais moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu sur les réseaux et tout, ils ont un peu peur de ça parce qu'ils ne contrôlent pas forcément. Et il n'y a que les États-Unis qui investissent dans les crypto-monnaies. Par exemple, le Bitcoin, maintenant, c'est une réserve considérée comme le pétrole ou même l'or. C'est au même titre. Et est-ce que tu penses... Enfin, pour moi, ils vont pas bien s'adapter, les États. Je pense qu'à un moment donné, ils vont être obligés en fait de s'adapter par rapport à ça, parce que il y a ta génération et celle qui est juste après qui est vraiment dans ce flot d'aller chercher à diversifier, d'aller chercher les performances qu'il peut y avoir par rapport à la crypto-monnaie. Aujourd'hui, il y a un réel désintérêt de l'épargne en France parce que ça vaut rien, parce qu'il n'y a aucun intérêt et les gens ne voient pas pourquoi il faut aller placer de l'argent en banque sur des livrets. Tu vois, par rapport à ta génération et la suivante. Alors que nous, la nôtre, on nous a appris dès le plus jeune âge à nous dire on est né, on a eu un petit livret A, tu vois, et on nous a dit mets tes petites économies là-dessus et tu verras, ça va être génial. Sauf que c'est faux. C'est important de mettre de l'argent sur son livret parce qu'on va aller sécuriser les choses. Mais si tu as un pépin, tu vois, tu as un problème avec ta moto, l'argent du livret A, c'est instantané. Tu fais tu fais un petit virement de ton livret A vers ton compte bancaire, c'est immédiat. Mais ça, à aujourd'hui, nous, on ne nous a pas appris, tu vois, à aller investir différemment. Et c'est pour ça que j'accompagne mes clients, tu vois, depuis 6 ans aussi. Pour leur permettre d'avoir cette ouverture d'esprit, de se dire qu'il n'y a pas qu'à la banque qu'on peut aller trouver des solutions pour épargner, pour penser vision sur le long terme. Et en plus, le livret A, quand on met de l'argent, le pourcentage qu'il te donne en retour, il est inférieur à l'inflation. Donc en fait, pour moi, c'est un peu de la merde. Ça sert juste à leur donner de l'argent et en retour, t'as rien. Tu leur passes de l'argent pour qu'ils fassent leur investissement, ils gagnent de l'argent et tout. Mais toi, t'as 2 cacahuètes et c'est tout. D'ailleurs, tu les as eus, tes intérêts, non ? Ouais. T'étais le plus heureux du monde ? Je suis devenu millionnaire. Sérieux ? Ouais, vraiment. Là, le compte, je suis rempli. J'ai eu 3 centimes. Donc, Ça s'appelle le début de la fortune. Ouais. Ton arrière-grand-mère t'aurait dit « Les petits ruisseaux font les grandes rivières, mon fils. » Je vais bientôt devenir Elon Musk avec ça. C'est de la merde. Je peux pas
dire que c'est de la merde parce que ça serait renier quand même un système, mais c'est important d'en avoir. Moi, ce que je recommande, en fait, tu vois, pour avoir une sécurisation de son patrimoine et être dans la sérénité en cas de pépin, c'est que toute personne doit avoir entre 2 et 3 fois le montant de ses revenus mensuels sur ce type de livret. Parce que c'est de l'immédiateté. Et même si ça te rapporte 3 nuts, eh ben, c'est toujours mieux que d'avoir sur le compte courant qui te rapporte rien du tout, tu vois. Maintenant, ce n'est pas la solution pour voir sur le long terme. Tu parlais d'inflation tout à l'heure, mais complètement. Le livret A, il combat pas du tout l'inflation. Au contraire, tu perds de l'argent. Et ça, tu l'as bien compris, et bravo, parce qu'à 15 ans, comprendre ça, il y a des personnes qui ont 50 ans et qui l'ont toujours pas compris, tu vois, même 70. Donc, tu as gagné des décennies pour avoir un super raisonnement, un très bon mindset pour être investisseur de même. Mais c'est aussi parce que j'ai la bonne mère. Ah, mon fils. Mais aussi, tu sais, c'est pas que je sois là, c'est parce que tu es intéressé aussi par ça. Alors peut-être que depuis que tu es petit, je t'éveille, c'est fort possible qu'il y ait ça, mais tu peux être très bien... tu peux te dire, ça me passe à côté. Ouais, mais... Comment tu dis? Fais Bélec, passe à côté? Ouais, c'est ça. T'inquiète. Ouais, mais c'est parce que aussi, être salarié, ça m'intéresse pas trop. J'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. Genre, je me vois pas faire gagner de l'argent à quelqu'un et c'est pas moi qui le touche. Je trouve ça bizarre un peu. Genre, je peux gagner de l'argent. Par exemple, si dans le mois, je suis dans une entreprise et je fais gagner 10 000 euros à mon patron, alors que si j'ai ma boîte, c'est moi qui les gagne. Je pense que le choix, il est vite fait. Vaut mieux créer la boîte et faire ses sous soi-même plutôt que de donner l'argent à quelqu'un qui en a rien à foutre de toi. Est-ce que tu penses que tous les entrepreneurs se foutent de ses salariés? Non, mais je pense que dans les grosses boîtes et tout, ouais. T'as un employé, il te fait de l'argent, t'es content. À moins que c'est... Enfin, sur des grosses équipes, je pense que c'est ça. Ça dépend du management de la boîte. Ça, c'est sûr. Après, un point qui est quand même important, Enzo, c'est que les 10 000 euros que tu peux rapporter à ton patron, il met pas 10 000 euros dans sa poche. D'accord? Et ça, c'est souvent ce que les gens oublient et ce que la nouvelle génération d'entrepreneurs, et quand je dis nouvelle génération, c'est pas lié à l'âge, c'est lié au fait que tu deviennes entrepreneur, ils pensent que tu es capable de faire autant, de toucher autant, en fait, que si tu travaillais pour ton patron, tu vois? Sauf que le patron, tu rapportes 10, il en prend pas 10, parce que déjà, il faut qu'il te paye. Il faut qu'il paye toutes tes cotisations, les cotisations sociales, les cotisations patronales, tu vois, pour que tu aies droit à la sécurité sociale, si tu tombes malade, si tu es hospitalisé, opéré. Pensez un petit peu quand même à cotiser pour la retraite, même si je ne crois pas au système français de retraite par répartition, mais je sais qu'on en aura toujours un minimum. Mais je ne compte pas que là-dessus pour me créer ma retraite, c'est clair. Mais au-delà de ça, tu as d'autres charges. Les loyers, tu peux avoir des prêts, tu vois, tu as plein de choses. Donc au patron, il ne lui reste pas 10 000 dans la poche, loin de là. Et ce sera à toi, quand tu vas devenir indépendant, puisque c'est ton souhait, et je te suivrai dans ton projet d'entrepreneuriat, de penser au 40-30-30. Souviens-toi ce que je te disais tout à l'heure. Et c'est quoi le 40-30-30? Parce que ça me dit rien, moi. Alors, le 40-30-30, c'est la manière dont tu dois répartir ton argent de ton entreprise, que gagne ton entreprise ou ton activité. Ok? Donc, c'est 40% de ce que tu rentres sur 100 euros. Tu as 40 euros que tu vas mettre de côté pour venir provisionner, mettre de côté pour prévoir le paiement de tes charges et de tes investissements. Charges fixes, ok? Les 30 autres pourcents, tu les prends pour payer toutes les taxes, parce que les entreprises ont des taxes. TVA, URSSAF, impôts. De l'autre côté, autres 30% pour te payer toi. D'accord? Ok. Donc, tu vois, sur 100, finalement, tu n'as que 30. Donc, sur 10 000 générés, 3 000. Donc, c'est avoir, en fonction du chiffre d'affaires que tu as envie de venir générer, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place? D'accord. Pour y arriver. Ouais. Et j'ai envie d'être entrepreneur.
je commence déjà à 15 ans, je fais de l'achat-revente et tout. Et pour créer des entreprises et tout, est-ce que tu penses que à seulement 15 ans, c'est possible en France de se lancer, ou même en étant un peu plus vieux, genre 17 ans, est-ce que tu penses que c'est possible de se lancer dedans, dans l'entrepreneuriat, d'avoir une entreprise et tout? Oui, alors c'est possible, mais avec des cadres qui sont très précis, puisque il faut attendre d'arriver à l'âge de 16 ans. Soit tu demandes l'émancipation, donc cool, t'as la majorité, par contre t'es responsable, clairement, ok. Ça peut près d'arriver encore, on va attendre 18 ans, tu grandis assez vite. De l'autre côté, si tu veux ouvrir une société, il faut que ça soit tes parents qui reviennent, qui soient représentants légaux ou associés du moins de l'entreprise, pour que tu puisses avoir ta propre boîte. Ok, je vois, ça marche. Merci. Maman, tous ceux qui n'ont pas une bonne mère comme moi, comment est-ce qu'ils font? Même les plus âgés de 21 ans ou même de mon âge, comment est-ce qu'ils peuvent se lancer? Comment est-ce qu'ils doivent faire? Ben, tant que tu es mineur, si tu n'as pas ton entourage familial, tes parents, tes représentants légaux qui sont là pour t'aider et t'accompagner, clairement, c'est très compliqué en fait. T'as pas trop de solutions que de patienter et d'attendre que tu aies 18 ans, ou alors de faire de l'illégal en fonction de ce que tu veux faire pour pouvoir commencer ton business, tu vois. Maintenant, quand tu as 21 ans, dès lors que tu as 18 ans, tu es majeur. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir tes parents avec toi pour aller créer une société. Du moment où tu as la majorité, la majorité en France, c'est 18 ans, tu es responsable de tes actes et tu peux aller créer ta société. Ok. Par contre, tu sais, je t'entends beaucoup dire entrepreneur, mais là, c'est la maman qui va parler, tu vois, et l'expérience, c'est pas être tout beau, tout rose, tu sais quand même l'entrepreneuriat. Et je veux vraiment que tu aies conscience de ça. Parce que tu parlais tout à l'heure de TikTok, que tu allais voir souvent TikTok et que tu suivais pas mal d'infopreneurs. Tu sais, il y a le côté très visible de ce que l'on voit face à son écran. Et puis, il y a tout l'envers du décor que tu vois pas forcément. Et qu'il ne montre pas. On te montre toujours le côté brillant, le côté bénéfique, tu vois, des choses pour aller faire rêver les gens. Et aujourd'hui, il y a trop de personnes qui rêvent et qui pensent que être entrepreneur, ça se fait comme ça, et que d'aller faire 100 000 euros, ça se fait comme ça. Sauf que c'est pas la réalité des choses. Pour aller faire ça, il faut prendre conscience qu'il faut aller avoir un vrai projet d'entreprise, une vraie stratégie d'entreprise, qu'il faut aller planifier ses finances, il faut avoir un projet concret, avoir fait une étude de marché pour se lancer. Et on passe des heures. Et tous ces infopreneurs qu'on peut voir, un jour, ils ont commencé seuls, comme nous tous, comme toi, quand tu démarras. Ils ont su construire une équipe pour grandir. Mais l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Et avec tout ça, faut faire combien de nuits blanches? Waouh. Je sais pas. Je pense que je dois être en 6 ans, je pense que je peux compter en plus de... Oh ouais. Oh, je pense qu'en 6 ans, j'ai dû faire peut-être pas 300 nuits blanches, mais je pense qu'il y a la bonne centaine, elle doit être là. Je les ai pas comptées, mais il y en a eu quand même quelques-unes. Mais des fois, tu as des nuits blanches qui sont liées à des soucis, à des angoisses. Ça fait partie du job. Des fois, tu as des nuits blanches parce que tu as ton cerveau qui va à 10 000 à l'heure, parce que tu as un projet qui est là, et tu te dis, mais je veux tellement le poser sur le papier ou sur l'ordi ou ce que tu veux, sur ton Mac ou ton iPhone, qu'en fait, tu as beau te dire, non, là, il faut que je stoppe. Non, tu as ta créativité qui est là, donc il faut absolument aller la poser sur le papier. Et c'est aussi ça, être entrepreneur, c'est que quand tu es animé réellement par ce que tu fais, au final, tu vois pas le temps passer. Et tu peux très bien aller bosser un dimanche si tu en as envie, c'est ok. Tu peux très bien à un moment donné te dire je suis sur mon canapé avec ma couverture ou sous ma couette et je bosse. Par contre, savoir aussi prendre du temps à côté pour profiter. Et je pense que c'est là aussi où c'est le piège de l'entrepreneuriat, c'est que lorsque tu es vraiment passionné et que tu as trouvé ta mission de vie, ton pourquoi tu fais les choses, tu n'as plus la notion du temps. Et tu peux des fois t'oublier et laisser place à trop de business et à t'oublier à toi, d'aller profiter avec tes potes, tu vois, d'aller faire du basket, de jouer à la play avec eux ou de passer du temps ensemble. C'est aussi ça.
Avoir du temps pour soi, parce que oui, il y a le business, par contre, la vie, elle est essentielle. La vie, l'entourage, ta santé, ça, ce sont des points qui sont, pour moi, essentiels. Attends, mais Et ça vaut toute la richesse du monde. là, tu me fais peur à moi. 300 nuits blanches en étant entrepreneur. Mais ça dure toute la vie, 300 nuits blanches. Continue, parce que sinon, si tu te tues au boulot comme ça, mais autant être salarié. Tu gagnes bien, mais c'est compliqué après, sinon. C'est des phases et des étapes. Tu vois, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des mauvais choix stratégiques à certains moments donnés. Je pense que tout entrepreneur en passe par là, parce qu'on apprend. Et je pense que j'aurais eu une maman ou quelqu'un qui m'aurait dit avant d'être entrepreneur, je te donne toutes les clés pour éviter de faire ces erreurs-là. Tu vois, un peu comme le manuel du super entrepreneur, ça m'aurait énormément servi. Maintenant, ces erreurs, c'est OK pour moi. Parce que même si elles m'ont fait très mal, même s'il y a des choses que j'ai senties, que j'ai subies, au final, je me dis que je les ai pas subies. Ces erreurs, elles sont arrivées parce que je devais aller les vivre. Sauf que pour éviter de refaire ces erreurs, j'ai tiré les leçons, les enseignements de pourquoi j'ai vécu ça et qu'est-ce que je dois mettre en place, comment je dois être, comment je dois faire pour ne pas les revivre. Et ça, c'est important. Je te le dis parce que tu es encore à l'école et Dieu sait que quand on est à l'école, dès lors qu'on a une mauvaise note, dès lors qu'on doit redoubler, d'ailleurs on n'emploie même plus le mot redoubler, maintenant on refait sa classe, c'est très mal vu. En France, l'échec est très mal vu. Alors qu'on a le droit de se tromper. Je pense que tous autant que nous sommes, quand on a commencé à marcher, on n'est pas parti tout droit. Hein. On est tombé, on s'est repris, on s'est relevé. Pareil quand on a appris à faire du vélo, quand on a nagé, on n'a pas nagé tout seul. On était aidés. Et c'est ça la vie. D'ailleurs, il y a un superbe bouquin là-dessus qui s'appelle Les vertus de l'échec, qui est très simple à lire, avec pas mal d'exemples de sportifs, de scientifiques. Et il est hyper intéressant parce que, au final, si on prend le côté recherche scientifique, c'est grâce aux erreurs, aux échecs qu'on a pu avoir dans la recherche que l'on peut mieux se soigner, par exemple, aujourd'hui. Donc si j'ai bien compris, en gros, toutes les erreurs que tu as faites, tu me les apprends à moi et à tes clients pour ne pas les refaire. Et ce que tu me conseilles, c'est de charbonner fort, là maintenant, pendant que je suis jeune, pour ensuite, quand j'aurai 30, 40 ans, 35 ans, pouvoir être libre, voyager quand je veux, et ne pas être dépendant de quelqu'un, ou même de 5 semaines par an. Pouvoir partir quand je veux et faire ce que je veux. Moi, ce que je peux te conseiller à ton âge, c'est que tu es quand même un adolescent. Tu vois. Et que l'adolescence, c'est quelque chose, et quand tu vas être un jeune adulte, c'est des choses qui ne se rattrapent pas et que tu vis les meilleures. Enfin, toutes les années sont très belles, tu vois. Mais c'est de très belles années que tu vis. Surtout que tu as des parents qui te font confiance parce que tu respectes les règles et on te donne de la liberté que tu ne prends pas. C'est-à-dire, explique-moi, développe. Je développe dans le sens où tu as le droit d'inviter des potes, tu as le droit d'aller chez des potes, tu as le droit de faire des petites soirées sympas et tout, et que tu commences tout juste là, tu vois, à t'autoriser de faire une soirée une fois pendant les vacances. Alors que ça, c'est essentiel parce que l'entourage, il est très important aussi, Enzo. Quand tu vis des moments de réussite comme des moments de challenge, c'est grâce à l'entourage que tu auras et que tu te crées, que tu as, que tu vas avoir un réel soutien. C'est pas que l'argent. L'argent, ça doit être un véhicule. C'est un moyen qui va te permettre d'accéder à des choses en fonction de ce que tu vas mettre en place. Mais pour moi, courir à l'argent, la course vers l'argent pour l'argent, ça sert strictement à rien. Ça ne donne pas de sens à ce que tu veux faire. Faut avoir un pourquoi. Faut avoir un pourquoi et puis il faut que ça soit adapté à toi. Riche est un gros mot en France. Les riches sont des gros cons, ils sont vus comme ça. T'es d'accord avec ça ou pas ? Ouais, je suis d'accord. Sauf que, en fait, c'est
psychologiquement, n'ayant pas d'éducation financière en France, on est tous câblés avec une relation à l'argent par rapport au vécu qu'on a pu avoir, par rapport à ce qu'on a pu vivre avec nos familles, par rapport à ce qu'on a pu voir dans nos entourages, par rapport à la relation qu'on a pu avoir avec son ou ses patrons, tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Je veux pas dépendre d'un patron, nanani, nanana. Ok, mais en fait, la relation qu'on a pu avoir avec l'argent nous ramène à nous à avoir ce comportement-là. Mais pas à être soi-même, à se dire quel comportement, comment je veux être avec l'argent. Ce n'est qu'un moyen pour avoir des choses. Et l'argent, bien sûr, il est nécessaire dans notre système économique. Le troc n'existe plus. On l'a transposé, on l'a changé avec l'argent. C'est OK. Mais c'est un moyen qui va nous permettre d'avoir des choses. Ok, je te donne un exemple. J'ai 100 euros. Comment je fais pour que ces 100 euros, ils fassent des bébés entre eux pour avoir 1000 euros? C'est quelle heure? T'as pas des devoirs à les faire? Mais arrête d'esquiver la question, réponds-moi. Mais non, mais j'esquive pas. Mais attends, tu me demandes comment on fait pour créer de l'argent. Mais ça se parle pas, ça, en France, c'est tabou. Mais non, mais dis-moi. T'es sûr? Mais oui, vas-y. Attends, ton téléphone, il a sonné, là. Arrête d'esquiver, vas-y, réponds. Bon, ok, ça va, je vais te répondre. Écoute, t'as la solution numéro 1, tu mets ton argent sur ton livret. Bah oui, mais il y a l'inflation. Ça marche pas. Je perds de l'argent. Ah, mais t'as déjà compris ce principe-là? Eh oui. Ah ouais, 15 ans, ouais, c'est chaud. Mais c'est très bien. Donc, non, mais c'est très bien parce que j'explique ça, tu vois, à des clients qui, à 50 ans, des fois, ils n'ont pas encore compris. Donc, t'as vraiment un step d'avance sur ta manière de penser avec l'argent et de vraiment le faire fructifier. En fait, un point qui est essentiel, c'est que par rapport à ces 100 euros, est-ce que tu auras 100 euros qui vont arriver tous les mois, par exemple, ou fréquemment, ou c'est juste 100 euros? Tous les mois. Tous les mois, tu as 100 euros. Ok. Donc là, il y a un truc qui est intéressant parce qu'on va aller faire l'effet cumulé, l'effet boule de neige. Est-ce que tu t'imagines, tu sais, quand il neige, tu as envie de faire ton bonhomme de neige, tu revois quand tu étais petit. Tu commences par une toute petite boule et puis tu roules dans la neige et ça fait... Ça fait une grosse boule. Ça fait une grosse boule. On est OK avec ça? Ok. Ok. Donc le fait d'aller placer son argent tous les mois sur un même investissement, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle cette boule de neige. Parce qu'au fur et à mesure, elle va grossir. Et en fait, je place cet argent sur un placement financier. Donc ça, c'est pas toi tout seul qui peux aller le faire parce que t'es mineur et c'est moi qui prends les décisions avec ton père. Et tous les mois, à même date, tu vas aller acheter pour le même montant, le même support financier ou plusieurs supports financiers. D'accord? Parce que tu as bien compris que les livrets bancaires prenaient l'inflation de plein fer. Et ce qu'il y a, c'est que, chose peut-être, tu es déjà au courant, mais je préfère te le préciser, dans 20 ans, l'argent que tu as stocké sur les livrets, le pouvoir d'achat sera divisé par 3. Donc si tu as 30 000, ça fera 10 000. D'accord? Sauf que vivre dans 20 ans avec que 10 000, ça va être compliqué. Et on le voit aujourd'hui par rapport au contexte dans lequel on est. Donc, ces 100, en les positionnant sur des marchés financiers et en le diversifiant, c'est un peu comme tu veux un panier de marché, tu vois, tu sais, quand on va faire le marché tous les deux et que j'achète de quoi faire une ratatouille, en fonction de mes envies, je vais acheter tel ou tel légume. Tu vois, peut-être un peu plus de poivrons, un petit peu plus de tomates, des aubergines. Mais en fait, ton marché, on va le faire comme ça. Et ça, on le fait par rapport à ton âme d'investisseur. On va déterminer le niveau de prise de risque que tu as envie d'avoir. Et on place l'argent et on met de manière automatique ce versement tous les mois qui va venir s'opérer de 100 euros. Et tous les mois, la valeur de ce panier de légumes, de ce panier de financier, il va varier. Donc il y a des mois où tu vas peut-être acheter, ta valeur, elle ne vaudra pas 100, elle vaudra peut-être 80. Donc le jour où elle va augmenter, mais du coup, ça va te faire une valeur qui sera plus grande. Tu es OK avec ça? Ouais, je suis OK. Et donc du coup, dans 20 ans, tu te retrouves à avoir x3 en termes d'encours que quelqu'un qui placera sur son livret A. Donc, en gros, tu vas me dire que là, je dors sur mon lit et je gagne de l'argent? Ouais.
C'est cool, hein? Ah, c'est incroyable. C'est là, tu vois, où la notion est de faire comprendre aux Français, de faire comprendre aux entrepreneurs que l'argent peut travailler pour nous. Mais là rentre le côté émotionnel. Les émotions nous feront faire beaucoup de choses. Et souvent de mauvaises choses. Parce qu'on est plus dans la réaction instantanée de ce que l'on vit, plutôt que d'être dans le raisonné de ce qui se fait, d'être dans la rationalité des choses. Souvent, tu appelles ça d'ailleurs, je crois. Je dis qu'on est biaisé. Voilà. Et c'est nos émotions qui fait qu'on a un aspect biaisé des choses. Et en fait, c'est la grande problématique que l'on a, et surtout en France, parce que par ce manque d'éducation financière, et on le voit, quand on a peur, les Français se ruent sur les livrets bancaires. Alors que c'est la plus stupide des choses à aller faire. Ok, merci. Mais je vais pas te lâcher la grappe encore. Il me reste une question. Ou plusieurs, on verra. Souvent, quand tu parles aux gens, tu dis un truc choc qui me réveille un peu. Tu dis que la France, c'est un paradis fiscal, alors que tous les entrepreneurs sur les réseaux sociaux, ils disent « Allez à Dubaï, allez en Suisse, vous n'aurez pas d'impôts, c'est le mieux. » Ça veut dire quoi, ça, que c'est un paradis fiscal? Explique-moi. La fiscalité en France, elle repose sur un code qui s'appelle le Code général des impôts. C'est un énorme pavé qui est comme ça, avec des pages qui sont extrêmement fines, que tu vois ce qui est écrit au travers, un peu comme du papier calque, tu vois, presque. Et là-dedans, il regorge énormément de lois qui permettent aux entreprises et qui permettent aussi aux particuliers français de pouvoir, en fonction de l'impôt, tu vois, qu'ils ont à payer, d'aller optimiser cette fiscalité-là. Et lorsque, comme moi, tu viens coupler plusieurs codes, comme je travaille pour mes clients avec le Code général des impôts, le Code civil, le Code monétaire financier et le Code des assurances, tu arrives à créer vraiment une harmonie, toute une stratégie qui te permet d'aller réduire tes impôts tous les ans. Okay. Et en fait, c'est là où cette ignorance-là des gens, par manque de culture financière et par manque de connaissances, parce qu'on se dit que faire appel à moi, tu vois, avec mon équipe, à un conseiller en gestion de patrimoine, c'est réservé qu'aux riches, c'est réservé qu'aux grandes fortunes, alors que non, tout le monde y a accès. Et du coup, le phénomène, je pars à l'étranger, je pars à Dubaï, je pars en Suisse, je pars je sais pas où, ça devient plus une fuite, mais sauf qu'ils partent, mais ils ne font pas ce qu'il faut au préalable, avant de partir. Et je peux t'assurer que pour la majorité d'entre eux, pour ceux qui n'ont pas bien fait les choses, le jour où ils vont mettre un pied à l'aéroport, la douane, ils ne vont pas les lâcher. Il va y avoir un petit passage pour aller régulariser tout ce qu'ils ont à devoir. Donc, en gros, en fait, c'est trop bien ce que tu fais. Les gens, ils ont un cash devant les yeux et ils ne voient pas les opportunités. Toi, tu vois tout pour baisser les impôts, tu vois tout. Et en gros, tu les sauves pour baisser leurs impôts. Oui. Peu importe qui ils sont. Oui. Qu'ils soient riches ou pas. C'est trop bien. Et au-delà d'aller économiser l'impôt, je leur permets de générer du pouvoir d'achat. Donc, tu augmentes les pertes. Non, tu baisses les pertes et tu augmentes les revenus. Exactement. Ah ouais. La classe, hein? T'as une baguette magique pour faire tout ça? Non, j'ai pas de baguette magique. Moi, tu sais, je suis juriste ingénieur en droit du patrimoine, donc je travaille uniquement avec les lois en vigueur dans ce beau pays qui est la France. Pas mal, pas mal. Ok, j'ai une dernière question. Promis, c'est la dernière. Merci. T'inquiète pas. Non, parce qu'il faut que j'aille bosser quand même, tu vois. Non, ça concerne ton métier, justement. Ok, alors si ça concerne mon métier, je prends encore une minute. Ok, donc t'accompagnes des clients. Oui. À baisser leurs impôts et augmenter leurs revenus. Oui. Combien d'argent à tes clients t'as réussi à leur faire éviter de perdre, de dépenser dans les impôts, et combien d'argent t'as réussi à leur faire gagner dans leur patrimoine? Est-ce que tu peux me dire tous tes chiffres? Ok. Tu veux des exemples concrets, précis? Oui. Ok. Alors déjà, que tu sois entrepreneur ou même que tu sois particulier, tu as des possibilités de pouvoir optimiser, de payer moins d'impôts, de réduire tes impôts, tu vois. J'ai des exemples de clients qui... tu vois, j'ai une cliente, par exemple, je la vois de même. Elle doit payer théoriquement 22 000 € d'impôts, et avec les stratégies qu'on met en place, en fait, elle n'en paye plus que 2 000. Ouais. C'est énorme. C'est énorme.
Mais c'est dans le code général des impôts, en fait, hein, je l'invente pas, tu vois. C'est juste, je vais chercher les bons articles de loi pour mettre en place cela, tout simplement. Et de l'autre côté, tu vois, cette personne, elle met 800 euros par mois de côté. Donc sur ces 800 euros, on met en place une vraie stratégie financière. On met pas tous ses œufs dans le même panier, tu vois. On diversifie les paniers pour lui permettre d'avoir un patrimoine qui, dans 15 ans, quand elle va prendre sa retraite, puisque c'est son objectif, elle puisse vivre confortablement. Donc on met tout en place pour qu'elle puisse avoir un revenu de 10 000 euros à la retraite. Par de l'investissement immobilier, par de l'investissement financier, un petit peu de liquidité aussi. Comme je le dis toujours, hein, l'épargne bancaire, c'est important, 2 à 3 fois le montant de ses revenus. Mais si tu te contentes, en fait, de faire que d'aller voir ton banquier et de dire j'ai ça d'argent, qu'est-ce que je fais, tu vas accéder finalement, tu vois, qu'à la partie visible de l'iceberg. Tu vois, tu visualises. Alors que dès que tu vas en gestion privée, avec du conseil personnalisé, tu vas avoir accès à l'autre partie. Et les performances ne sont pas du tout les mêmes. On arrive à avoir des performances de placement qui soient à minima à 6%, tu vois. Attends, t'es en train de me dire que là, genre, 1% de la population française gagne 10 000 euros par mois, Plus de 10 000. plus de 10 000, t'es en train de me dire que une dame qui est lambda ou un monsieur, tu vas réussir à faire gagner 10 000 euros par mois à la retraite. Alors que de base, elle est comme tout le monde. Comme tout le monde. Sauf que ça, je le fais pas par magie. C'est avec l'implication du client. Tu vois, c'est un travail qui se fait vraiment en équipe. Parce que si la personne, elle préfère dépenser dans des choses très futiles, tu vois, et dépense sans compter, ben, je vais pas pouvoir y arriver. Je crée pas l'argent si le client ne m'apporte pas de l'argent. C'est comment il est dans son budget, comment il est dans son mode de dépense. Et c'est là où tout rentre en ligne de compte. Quelle relation il a avec l'argent, comprendre son mode de fonctionnement avec l'argent, et on pose les chiffres, et on amène une planification. Et d'ailleurs, tu as un super concept quand même là-dessus, toi, au niveau des dépenses. Comment tu fais? Ça serait intéressant que tu partages, toi, en tant qu'ado, comment on t'a appris et comment toi, tu organises ton budget. Après, moi, c'est spécial parce que j'ai un business. Donc, Tu as un business à mini-échelle quand même, oui, aujourd'hui. Tu as un baby business. Un baby, mais qui va devenir très grand. Mais Donc bientôt, il va falloir qu'on t'accompagne à aller faire ta société, je l'ai bien compris. ouais. Mais du coup, mon argent, je le dépense pas en fait. J'investis tout dans mon business du coup. Mais à part les sous de mamie, parce qu'aujourd'hui mon business il tourne, je me fais de l'argent et je peux me faire plaisir entre guillemets avec les 20 euros par mois que mamie elle me donne. Mais c'est tout. Et je le dépense pas dans des bonbons, des gâteaux ou quoi. Je dépense que dans des trucs utiles qui peuvent vraiment me servir. Ok. Et quand tu sors ta carte bleue, qu'est-ce que tu fais? Comment Tu sais, j'aimerais bien que tu nous partages, en fait, parce que c'est hyper intéressant, ta manière de fonctionner. Tu vois, quand tu as envie d'un achat, comment tu raisonnes, en fait. Bah, par exemple, j'ai envie d'acheter des bonbons et une boisson. Le tout, on va dire, c'est 5 euros. Et je me dis, mais avec 5 euros, est-ce que je peux faire autre chose avec? Et ouais, on peut tout le temps faire autre chose avec. Et du coup, ce que je fais, je l'utilise dans quelque chose dont j'en ai plus besoin. Par exemple, là, j'ai cassé ma moto. Du coup, au lieu d'acheter des bonbons ou des habits, par exemple, ben, je répare ma moto ou j'achète des trucs plus utiles. J'investis, par exemple. Voilà. Juste, je dépense intelligemment. Voilà. Et tu as une question, quelque chose que tu te dis pour justement dépenser intelligemment? Oui, j'avais oublié. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est pas une partie de mon cerveau qui me dit vas-y, vas-y, vas-y? Est-ce que c'est pas impulsif? Et je me dis ça. Et si ça l'est, bah, j'achète pas. Et tu vois, je te redonnais l'exemple d'une cliente que j'ai eue hier, qui va avoir 50 ans, qui gagne très bien sa vie. Et en fait, elle me disait qu'elle ne faisait pas de dépenses inutiles et qu'elle raisonnait vraiment en budget, tableur Excel, tout ça.
Mais en fait, je suis allée lui poser la question de finalement tous les petits achats. Est-ce qu'elle avait compté le cumul de tous ces petits achats qu'elle faisait au mois? On revient toujours avec le système de paiement sans contact ou le système de téléphone pour payer. Et elle m'a dit, mais en faisant les calculs de tout, elle pouvait faire une économie de 1 500 € par mois. C'est énorme. Mm. Mais surtout que si on dépense impulsivement, bah, on perd tout. Complètement. Tu arrives à la retraite, l'État il te dit tiens, 500 € par mois. Et après, bah, tu es obligé de retravailler en tant que salarié et tu es foutu. Et le monde évolue, le monde bouge très vite. Mm. Le monde de l'entrepreneuriat va très vite. Ne serait-ce que sur les 15 dernières années, l'entrepreneuriat ne fonctionne plus de la même façon. Avant, un commerce se revendait. Et le commerçant, il vivait à la retraite avec l'aide de la vente de son commerce et de son stock et de son pas de porte. Aujourd'hui, ça se vend plus. Ou vraiment, c'est vraiment dérisoire le prix que ça peut se vendre. Et encore plus dans des villes sur lesquelles on vit, nous, actuellement. Un médecin ne vend plus son fonds de commerce, c'est ses patients, c'est sa patientèle, il ne le vend plus. Parce qu'il manque tellement de médecins que ça ne crée plus de valeur, en fait, ça n'a plus de valeur. Et du coup, ce sont des professions qui doivent travailler, s'ils n'ont pas fait les choses en amont, ils doivent travailler très longtemps, après 70 ans, pour continuer à pouvoir subvenir à leurs besoins, parce qu'ils n'ont pas mis les stratégies en place au départ, ils n'ont pas planifié leurs dépenses au quotidien, à titre personnel aussi, pour prévoir cet avenir-là. Ok. Mais s'il n'y a pas de médecin, pourquoi les prix de médecine, ils augmentent pas? Parce que l'offre et la demande. L'offre augmente, il y a plus de gens en France, mais il y a moins de médecins. Comment ça se fait que les prix n'explosent pas? Parce que c'est réglementé par la sécurité sociale. Bon, ça va, du coup, la France, on est quand même protégé. On est bien protégé. Après, selon les spécialistes, ils peuvent appliquer ce qu'on appelle des honoraires libres, des dépassements d'honoraires. Mais un médecin généraliste classique, c'est très rare quand il y a du dépassement d'honoraires.